Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue ici en Samedi de lire et aujourd'hui je reçois l'auteur Chloé Varin. Bonjour Chloé, comment ça va? Bonjour Amélie, ça va très bien et toi? Super bien, très contente de te recevoir et j'ai envie de te présenter à mes auditeurs. Alors, tu as un DEC en art dramatique et tu as fait aussi un bac en art en création littéraire, communication et scénarisation cinématographique. Tout à fait. Auteur de 7 romans. Tu as publié un premier ouvrage. Je pense que c'était ton travail de thèse. Ben pas de thèse, mais de ton cours en création littéraire. Pour obtenir mon certificat en création littéraire, c'est ça. J'avais eu des bons commentaires, des bons de mon prof de la réviseur. Donc, j'ai décidé de tenter ma chance et de l'envoyer à une maison d'édition. Une réponse positive qui a suivi quelques mois après. Ça s'appelle Par hasard sur rue Saint-Denis. Oui. Tout à fait. Et là, par la suite, tu as fait un saut dans la jeunesse avec Planche d'enfer qui a connu un immense succès. Moi, je me rappelle, il y a de ça quelques années, les fils que tu avais dans les salons du livre avec cet ouvrage-là. J'avais des cordons de foule, je devais me pincer pour y croire, pour le réaliser, en fait. Donc, oui, ça a été un beau succès. Planche d'enfer, c'était une commande. C'est un projet qu'on m'a proposé comme j'étais chroniqueuse pour la littérature jeunesse, en fait. Donc, moi, ça a été un gros coup de dé parce que tu sais jamais à quoi t'attendre, surtout avec le jeune public qui est très intransigeant, très authentique. Et voilà, ce qui était chouette, c'est que ça s'adressait autant aux garçons qu'aux filles, donc et autant aux sportifs qu'aux lecteurs. En fait, moi, avec Planche d'enfer, je voulais attirer les sportifs vers la lecture et l'inverse aussi. Et ce qui était le fun, c'est que le succès était autant chez les gars que chez les filles avec Planche d'enfer. Ouais, tout à fait. Et là, je m'en veux un peu parce que mes publications qui ont succédé, en fait, ça s'adresse moins aux garçons. Donc, je me dis que je vais revenir éventuellement là, à mon public masculin qui me manque beaucoup. Et là, tu as publié par la suite avec Simon Boulris et Stéphanie Lapointe Casting. Oui. Qui parle de cinéma. En fait, ce sont 3 jeunes acteurs qui se côtoient sur le même plateau de tournage et qui vivent une foule de péripéties. Ça, c'est un projet dont j'ai eu l'idée, j'avais envie de travailler en collaboration avec d'autres auteurs. Écrire, c'est un acte très solitaire. On est chez nous en pyjama pour la plupart du temps. Et il y a plein d'auteurs avec qui j'aurais envie de travailler. Donc, Simon Boulris et Stéphanie Lapointe m'apparaissaient comme des personnes de choix pour ce projet-là parce que comme ça parle de cinéma, je voulais des auteurs qui avaient déjà aussi travaillé dans ce milieu-là, qui connaissaient ça de l'intérieur pour vraiment livrer un aspect réel, la réalité d'un jeune acteur, en fait. Et quand t'es venue l'année passée, pour parler de casting, tu me disais que peut-être que tu voudrais faire quelque chose avec ton personnage de casting. Est-ce que ça va être le cas? On avait laissé, pour casting, on a tous les 3 terminé notre roman sur une note assez ouverte, en se disant, écoutons, ce serait sympathique qu'il y ait une suite. Ce qui est arrivé, c'est que quand on s'est embarqué dans ce projet-là, tous les 3, on savait pas à quoi s'attendre, on savait pas à quel point c'était un casse-tête monumental, parce que comme les 3 romans se passent en même temps sur le même plateau de tournage, il doit y avoir une cohérence au niveau de l'intrigue, des actions, même de la façon dont les personnages sont vêtus, de la météo. Donc maintenant, on aimerait toujours ça, mais c'est difficile de nous rassembler les 3 avec nos horaires très chargés. Encore là, on sait jamais en fait ce qui nous arrive, ce qui nous attend dans la vie. Peut-être que Charlotte revivra dans un nouveau roman, je l'espère. Et là, tu t'adresses aux filles un peu plus âgées avec ton nouvel ouvrage chez Michel Lafon, Les Ensorceleuses. Oui, c'est ça. C'est un roman plutôt jeune adulte, je dirais 14+. Je m'adresse aussi, cette fois-ci, autant aux Québécoises qu'aux Européennes, parce que ça va paraître aussi en France, en Suisse, en Belgique, en fait, dans toute la francophonie, même Afrique du Nord aussi. Donc, un public beaucoup plus large. Voilà, j'espère que ça va être un beau succès. Mais comment ça a été pour toi de te faire approcher par une maison d'édition française comme ça, sachant que ton ouvrage que tu allais écrire allait être publié partout dans la francophonie? C'est une très belle surprise. C'est un peu angoissant, je dois avouer. En fait, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai approché Michel Lafon pour leur proposer de publier Planche d'enfer en France. L'éditrice a lu le premier tome de Planche d'enfer. Elle a bien aimé ma plume. Elle a trouvé ça super dynamique et tout. Sauf qu'elle me disait que le sujet, le thème principal, qui est la planche à neige, planche à roulettes, planche nautique, est moins présent en France que c'est moins un thème de prédilection pour les jeunes lecteurs là-bas. Donc, elle m'a dit, en fait, je te laisse carte blanche, écris-moi un roman sur n'importe quel sujet de ton choix, sauf la planche, évidemment. Donc, là, à partir de là, on a eu beaucoup de discussions, elle et moi, Elsa Lafon, et on a décidé que ce serait
intéressant, comme j'ai déjà habité en France et que je suis québécoise, on s'est dit que ce serait intéressant d'avoir une correspondance entre une jeune québécoise, une jeune française pour voir, pour travailler sur le plan des différences culturelles aussi, de développer une intrigue autour de ça. Et donc, c'est ce que ça a donné, les ensorceleuses. Parce que ça parle beaucoup d'amitié entre ces deux filles-là, la québécoise et la française. Ouais, elles se sont rencontrées l'été précédent, en fait, en Provence, dans un petit village du sud de la France qui s'appelle Lourmarin. Et elles se sont rapidement liées d'amitié, toutes les deux, une complicité que je qualifie de combustion spontanée dans le roman. Ça a été fulgurant, mais il y a aussi la jalousie qui a embarqué entre les deux filles. Bon, Clémentine, la française, elle est amoureuse depuis de nombreuses années du beau Grégoire, qu'il sait un peu trop qu'il est beau. Et ça crée de la tension parce que dès l'arrivée de Flavie, la jeune québécoise, Grégoire est attiré par elle, l'attrait de la nouveauté, je suppose. Et donc, ça crée une certaine rivalité entre les deux filles. Elles décident finalement en fait, elles se sentent trahies à un certain moment par Grégoire. Elles décident de se liguer contre lui, de lui, est-ce que je le dis? Oui, de lui jeter un sort. Et le pauvre Grégoire se retrouve défiguré. Et là, elles se retrouvent, les deux filles, 1 an plus tard, en fait, à essayer de résoudre, pas de résoudre, mais de réparer les pots cassés, de se déculpabiliser de ce qu'elles ont fait subir à Grégoire. Donc, vont-elles y arriver? C'est ce qu'on découvre à la lecture. C'est ça, parce que les filles se sont complètement perdues de vue après l'incident qui est arrivé à Grégoire. Et là, du côté de Flavie, elle tente de recréer le lien avec Clémentine, mais Clémentine ne lui répond pas à ses envois courriels. Là. Non, c'est ça. Clémentine, elle a gardé une dent contre Flavie, elle suppose que c'est Flavie qui l'a entraînée dans cette voie-là, dans de la sorcellerie, de la magie. Flavie qui est très, très, très fascinée par cet univers, en fait, de la sorcellerie, de la magie blanche, mais aussi de la magie noire. Et donc, elles se sont perdues de vue au grand dam de Flavie, qui, elle, aurait voulu garder contact avec sa bonne amie française. Et là, Flavie, l'opportunité se présente de retourner dans le sud de la France grâce au travail de son père, qui, lui, est écrivain. Et donc, Flavie saisit l'occasion de renouer avec sa bonne amie Clémentine, qui finalement se montre moins réticente qu'on aurait pu le penser. Et comment ça a été d'écrire ce roman choral-là avec une Québécoise, une Française, toujours en alternance entre les deux filles pour l'histoire? Est-ce que ça a été difficile? J'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai eu même... plus de plaisir à écrire, je dirais, les chapitres de Clémentine, dans la mesure où je trouvais ça... moi, j'ai toujours aimé me mettre incarner des personnages. Tu l'as dit tantôt, j'ai étudié en art dramatique, j'ai fait beaucoup de théâtre et un petit peu de télévision aussi quand j'étais enfant, adolescente. Donc, c'est toujours ce qui m'a plu de l'écriture, c'est le fait d'incarner des personnages. Et j'aime beaucoup à la blague, entre amis, me faire passer pour une Française, prendre l'accent français et tout, comme j'ai déjà habité en France. Donc, ça a été un bel exercice de style pour moi, de me mettre dans la peau de Clémentine, dans la peau de Flavie aussi, de par son intérêt pour la magie, tout cet univers-là. Elle est super fascinée aussi par tout ce qui est astrologie, astronomie, chiromancie. Donc, ça a été un bel exercice, c'est ça, de changer de voix. Je voulais aussi, ce qui était difficile aussi, c'est d'être comprise autant du public, du lectorat québécois que du lectorat français. Donc, dans la partie de Flavie, j'osais pas trop y aller trop loin dans le joual, dans le ton québécois. Du côté de Clémentine, je pense que je pouvais m'en permettre un peu plus parce que j'ai l'impression que au Québec, au Canada francophone, on est plus habitué à entendre du français de France. Donc, je me disais que je pouvais me permettre un peu plus d'expression. Et ça a été un beau défi de distinguer bien les deux voix des deux jeunes filles. Et c'est drôle de voir justement quand Flavie est là-bas, Grégoire et Clémentine, des fois, disent des trucs et elle comprend absolument pas, là. Oui, tout à fait. Puis c'est ça, je me suis beaucoup amusée, justement, sur ce plan-là, à me rappeler aussi, moi, quand j'étais en France, que j'étais incomprise quand je parlais. Donc, je me suis un peu vengée, là, tu sais, d'une certaine façon, dans la mesure où, c'est ça, des Français qui riaient de mon accent, qui riaient de mes expressions aussi. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches aussi, des espèces de dico,
mots français, des expressions des ados en France, des ados au Québec. Donc, je me suis gâtée, là, quand même. Et ce qu'on découvre à la fin de l'ouvrage, quand on fait un portrait de toi, c'est que t'es quelqu'un qui a toujours aimé ça, justement, la sorcellerie, l'astrologie, tout ça, là. Oui, ben surtout enfant. Tu faisais des potions, c'est ça qu'on apprend. Avec ma meilleure amie d'enfance, il y avait un film qui était sorti, Magie Noire, pour lequel on avait eu un coup de cœur là, monumental. Ça nous avait vraiment intéressés. On était entrés dans cet univers-là à pieds joints, puis on avait commencé à faire des petites potions avec des ingrédients, on avait commencé à jouer à Ouija, à faire des incantations et tout ça, puis on y croyait beaucoup. Après ça, durant l'adolescence, ça m'a un peu quitté ce côté-là, mais en même temps, j'ai toujours été une personne très, très intuitive, hyper sensible à mon environnement, aux énergies, mettons, si on peut dire, ça a l'air bien ésotérique comme ça, mais je crois pas beaucoup à l'astrologie comme telle, à l'horoscope, j'en prends et j'en laisse. Mais c'est un univers que j'aime beaucoup et là, avec lequel j'ai renoué grâce à ce projet-là. J'ai des amis, entre nous, on s'appelle les petites sorcières, on se fait des soirées où on se tire aux cartes, au tarot, on va lire nos lignes de la main, on va faire les dés de la destinée et tout. Et c'est toujours un prétexte, en fait, pour se retrouver entre nous, pour avoir du fun entre filles, pour aussi juste prendre le temps de réfléchir à nos vies qui vont beaucoup trop vite, prendre le temps de ralentir, de penser de où on va, ce qu'on veut, donc d'interpréter un peu les faits à notre façon. Si tu me permets, Chloé, on s'arrête et on retourne, on continue de parler des ensorceleuses. Parfait, merci.